Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le dimanche 8 mars 2026 et notre cher ami et frère Ray McGovern est avec nous. Bon retour parmi nous, Ray. Merci, Nima. Ray, laisse-moi commencer par l'un des incidents les plus tragiques survenus jusqu'à présent en Iran. L'attentat à la bombe qui a tué 165 écolières ainsi que leurs enseignantes. On a demandé à Donald Trump qui en était responsable, qui avait fait cela, et voici ce qu'il a répondu. Les États-Unis ont bombardé une école primaire de filles dans le sud de l'Iran le premier jour de la guerre et ont tué 175 personnes. D'après ce que j'ai vu, c'est l'Iran qui a fait cela. Est-ce vrai, M. Hegseth? Est-ce que c'est l'Iran qui a fait cela? Nous enquêtons bien sûr, mais le seul camp qui vise des civils, c'est l'Iran. Nous pensons que cela a été fait par l'Iran, car ils sont très imprécis, comme vous le savez, avec leurs munitions. Ils n'ont absolument aucune précision. Cela a été fait par l'Iran. Oui, voilà. Ray, il y a quelques instants, la vidéo de l'attaque est sortie. Les images du bombardement ont été diffusées par les médias iraniens. Oui, c'est exactement le moment où ils ont frappé l'école. Quelle est ta compréhension de cela, Ray? Nima, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être justifiées, ne peuvent pas être expliquées et sur lesquelles on ne peut pas mentir. Maintenant, les filles de cette école ont été tuées. Permets-moi de souligner que le nombre s'élève désormais à 170. Comme tu le sais mieux que moi, les Iraniens font très attention à ne pas compter 2 fois, d'accord? Et ils ont dû rassembler divers bras et jambes. Imagine ce que cela a dû être. Eh bien, l'attaque contre l'école a eu lieu avant même que les Iraniens ne sachent qu'ils étaient attaqués. Bon sang. Donc, l'idée que les Iraniens aient fait cela eux-mêmes, c'est une impossibilité temporelle. Cela s'est produit immédiatement, dans la première vague. C'était vers 8h30 du matin, si ma mémoire est bonne, heure locale. Et le guide suprême a été tué exactement au même moment. Il est désormais largement reconnu que cela a été fait par des tirs américains et non israéliens. Il n'y a eu aucune reconnaissance de cela, à part ce que vous venez de voir, ce que vous venez de diffuser. Et il n'y a eu ni photo, ni couverture médiatique, parce que tout a été gardé sous silence. Maintenant, étant donné l'impossibilité de l'explication selon laquelle Trump, et vous vous souvenez, il a été interrompu par Pete Hegseth, nous continuons d'enquêter. Personne ne pourra prouver que cela a été fait par les Iraniens. Pourquoi ferait-il cela? Je veux dire, vous savez, dans ma tradition, la tradition judéo-chrétienne, qui est aussi la tradition islamique, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le Coran, comme vous le savez mieux que moi, est rempli de cette même expression, le tout miséricordieux. Vous serez miséricordieux comme le tout miséricordieux. Et nous alors, nous avons changé cela. Nous ne montrons plus de miséricorde. Voyez Pete Hegseth, notre secrétaire à la défense, qui se fait maintenant appeler secrétaire à la guerre. Nous ne montrons aucune miséricorde. D'accord. Eh bien, c'est un peu différent de l'héritage américain et religieux dont je suis issu, et dont tu es sans doute issu aussi, Nima. Nous ne faisons preuve d'aucune pitié. Eh bien, si c'est le résultat de notre absence de pitié, je pense que nous devons tenir ces gens pour responsables. Comment cette école a-t-elle été prise pour cible? Maintenant, l'explication bienveillante serait « Oh, elle se trouvait à proximité » ou avait été utilisée par les gardiens de la Révolution il y a quelques années, 5 ou 7 ans, et ils n'ont jamais mis à jour la liste des cibles. Voilà pour la version bienveillante. Or, Scott Ritter examine la question en détail et affirme qu'on ne vise jamais un objectif sans mettre à jour la liste des cibles et sans s'assurer que ce qu'on attaque n'est pas une école de filles,
mais bien un poste des gardiens de la révolution. D'accord? Donc, l'autre hypothèse, et c'est de la spéculation de ma part, serait que quelqu'un ait ajouté cela à la liste des cibles. D'accord? Maintenant, qui cela aurait-il pu être? Eh bien, ce serait quelqu'un qui voulait rendre la situation aussi grave que possible, afin que les Iraniens soient perçus comme immédiatement responsables ou assez imprudents pour réagir violemment, peut-être en tirant sur l'un de ces porte-avions que nous avons dans la région ou autre chose, et qu'ensuite une guerre totale éclate. Les États-Unis et Israël auraient alors l'occasion d'intervenir. Et si une telle confrontation devait être provoquée, ce serait, premièrement, en tuant le guide suprême, et deuxièmement, pourquoi ne pas y ajouter 170 jeunes filles? Je veux dire, je t'ai envoyé quelques photos, Nima. Je ne sais pas si tu as eu le temps de les regarder ou même de les télécharger. C'était il y a seulement quelques minutes. Et je crois qu'une a été retirée de X maintenant, parce que son contenu est... Oh, wow! D'accord. Alors ça, c'est après. D'accord? C'est la rangée, mais on ne voit pas la fin de la file là-bas. Ce sont les corps des petites filles. D'accord? Elles figuraient dans un article publié depuis Dubaï aujourd'hui, donc elles ont d'une certaine manière échappé à la censure. Donc ça, c'est après, elles sont préparées pour l'enterrement. Nima, tu as celle d'avant? Je l'ai envoyée dans le dernier lot il y a environ 9 minutes. Celui d'avant? Je l'ai pas sous la main ici. Ça montre les deux petites filles. D'accord. Eh bien, c'est celle qui a été retirée. Tout ce qu'elle montre, ce sont deux petites filles mortes, d'environ 8 ou 9 ans, dans leur robe d'école. Donc je pense que nous devons rester humains ici. Nous devons tenir pour responsables les personnes qui disent, en notre nom, comme Exet l'a fait à ce moment-là, nous ne montrons aucune pitié. D'accord? Et la meilleure chose que je puisse faire à ce stade, à part pleurer, c'est de citer un vieux poème. Cela ne prendra qu'une seconde, mais cela me console et me confronte, parce que cela parle de gens qui se lèvent dans ce genre de situation et du type d'abus que nous ne pouvons plus continuer à tolérer. C'est de mon ami Daniel Berrigan, un prêtre jésuite qui est un excellent prédicateur contre la guerre et la violence. Voici le poème. Il n'est pas publié. C'est quelque chose que j'ai recopié sur un mur du Catholic Worker quand je séjournais chez les Catholic Workers dans le Bowery à New York. Il a été envoyé spécialement à ces Catholic Workers. Le titre est « Certains ». C-U-R-T-I-N-S. Certains. Je vais le lire. Certains se sont levés une fois, puis se sont assis. Certains ont marché 1 mille, puis sont partis. Certains se sont levés 2 fois, puis se sont assis. J'en ai assez, ont-ils dit. Certains ont marché 2000, puis sont partis. C'est trop, ont-ils crié. Certains se sont levés, encore et encore. On les a pris pour des fous. On les a pris pour des dupes. Certains ont marché et marché et encore marché. Ils ont marché sur la terre. Ils ont marché sur les eaux. Ils ont marché dans les airs. Pourquoi restes-tu debout, leur a-t-on demandé. Et pourquoi marches-tu? À cause des enfants, ont-ils répondu, et à cause du cœur, et à cause du pain. Parce que la cause, c'est le battement du cœur, les enfants qui naissent et le pain levé. Ces horreurs doivent être affrontées. Nous le faisons d'une manière miséricordieuse, non violente, mais nous restons debout, nous marchons et nous ne nous arrêtons pas. C'est cette confrontation que je retire de ce poème très très poignant de mon ami Dan Berrigan, qu'il a écrit il y a de nombreuses années dans des circonstances similaires. J'espère que votre public ne m'en voudra pas de l'avoir lu. Oui, Ray, la guerre s'intensifie et elle atteint les sources de pétrole. Tu sais, les réserves de pétrole en Iran, à Téhéran, et même les usines de dessalement. La situation devient incontrôlable.
Comment évalues-tu, comment analyses-tu la situation actuelle de la guerre? Ou bien selon toi, l'Armageddon se profile-t-il à l'horizon? Does Armageddon loom, in your opinion? Eh bien, si nous parlons de sanctions économiques, tout le monde est puni ici. Nous, aux États-Unis, moins que les autres, parce que nous avons notre propre forage et notre propre pétrole. Mais l'Europe est dans une situation désespérée. Et même, M. Poutine a de manière inhabituelle organisé une interview dans laquelle son intervieweur favori fait les choses habituelles. Puis, après 2 minutes, demande « Et tout ce gaz naturel et ce pétrole que vous fournissiez autrefois à l'Europe ?» Et Poutine répond « Eh bien, oui, cela a été coupé, n'est-ce pas? Et regardez ce qui s'est passé. Vous savez, nous en avons encore un peu. Nous pourrions le couper à nouveau. Laissez-moi y réfléchir. Oh, les Européens disent qu'ils vont en acheter l'année prochaine. Alors, eh bien, peut-être devrions-nous en finir tout de suite et les couper. » Mon Dieu, que va-t-il se passer si les Européens ne peuvent plus obtenir de gaz ou de pétrole de la Russie? Ils en reçoivent encore une bonne partie. Et qu'en est-il des approvisionnements en gaz naturel venant de Dubaï, je suppose? L'une de ces sources du Golfe a été coupée. Alors, tu sais, comme tu t'en souviens, Nima, il aurait été à mon avis insensé, il y a 10 jours, de risquer que le détroit d'Ormuz soit bloqué. Et c'est pourquoi j'ai dit, de manière un peu enfantine, eh bien, c'est pour ça que cela n'arrivera jamais. Je veux dire, personne n'est assez fou pour ça. Eh bien, il s'avère que les gens qui dirigent cette politique, cette guerre pour les États-Unis, ne sont pas seulement fous, mais aussi mal informés, ou simplement délirants. Regarde ce que Trump a dit. Nous allons simplement gagner. Je veux dire, cela ne correspond pas à la réalité. Donc, si, comme à mon habitude, j'essaie de me mettre à la place des dirigeants du Kremlin, je me dis, mon Dieu, ce type est capable de tout. Maintenant, est-ce que je pense que Trump serait prêt à utiliser des armes nucléaires? Je me suis déjà trompé, mais je ne le pense toujours pas. Est-ce que je pense qu'Israël utilisera des armes nucléaires? Oui, j'ai appris, au fil de ce processus, parfois grâce à vos autres invités, qu'il est tout à fait probable qu'Israël soit désorganisé, voire détruit, car ses défenses aériennes, le dôme de fer et les missiles patriotes, se sont révélés inefficaces contre les missiles iraniens à grande vitesse. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis juin dernier? Je n'en sais rien. Je ne pense pas que les choses aient assez changé. Donc, ce que je dis ici, c'est que la logique est la suivante. Israël ne peut pas se défendre contre les missiles hypersoniques iraniens. Cela a été prouvé. Je veux dire, nous avons des exemples. Jusqu'à présent, Israël a réussi à dissimuler les dégâts grâce à la censure qui empêche presque toutes les photos de sortir. D'accord? Maintenant, que se passera-t-il si mes collègues analystes militaires ont raison et que les Iraniens mettent Netanyahou dans une situation désespérée? Aura-t-il recours à une arme nucléaire? Ma réponse à cela, en sachant ce que je sais de cette personne, oui, il le ferait probablement. Et mon Dieu, rien que d'y penser, j'en ai les poils qui se hérissent. J'espère donc que quelqu'un pourra parvenir à une médiation avant que cela n'arrive. Je pense que les Russes envoient en réalité des signaux. Poutine lui-même a parlé à tous les dirigeants du Golfe et il a aussi des contacts avec Israël. Je veux dire, il y a quoi? 2 millions de Russes qui vivent en Israël maintenant. Donc il en a la capacité. Donald Trump dit « J'ai une excellente relation avec M. Poutine ». Eh bien, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais ce serait une possibilité. L'Inde serait un autre médiateur potentiel. Il y a des acteurs qui ont beaucoup à perdre dans cette affaire. Et espérons simplement que Netanyahou et Trump, qui sont des narcissiques délirants avérés, cessent de se battre la poitrine.
Les vrais hommes vont en Iran. C'est ce qu'on disait il y a 23 ans, non? Quand ils ont fait l'Irak, c'était parce que c'était plus facile. Eh bien, l'Iran n'est toujours pas devenu plus facile. Et à ce que je vois, d'après les informations provenant de sources fiables, les Israéliens cachent leurs pertes réelles et sérieuses. Les Iraniens, eux, ne disent pas grand-chose, si ce n'est plus de cessez-le-feu tant que nous n'en aurons pas fini avec ça. Et les Iraniens ont l'avantage. En fin de compte, tout pourrait dépendre de savoir si, contrairement à la déclaration de Pete Hedges sur « aucune pitié », les Iraniens sauront se contenir et dire « très bien, écoutez, nous avons une autre éthique ici ». Si vous décidez de respecter ces conditions de coexistence pacifique et qu'elles sont garanties par des pays comme la Russie et la Chine, nous pourrons traiter avec vous sans vous anéantir. Vous savez, c'est peut-être visionnaire, et tu en sais sûrement plus que moi, Nima. Mais je pense que leur foi, leur religion, votre religion, si vous êtes croyant en l'islam, est de nos jours une religion bien plus miséricordieuse. Et que le sionisme chrétien est, comment disent-ils, un abus de langage. C'est une contradiction en soi, car on ne peut pas être à la fois sioniste et chrétien. Et je te nomine, Nima, pour être notre prochain ambassadeur en Israël. Huckabee, je le verrai plutôt à la station-service du coin, s'il est capable d'assumer ce genre de poste. Alors, avant de devenir plus ridicule, je vais m'arrêter là. Ray, tu as mentionné quelque chose de très important. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformation et de mésinformation à propos de l'islam. Beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point l'islam est profondément enraciné, à quel point il est essentiel dans la vie quotidienne des Iraniens. Je me souviens de ma grand-mère et de mon grand-père. C'est une partie de la culture. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à cela. C'est une partie de moi. Ce n'est pas seulement quelque chose en quoi je crois, c'est moi. Tu sais, comme avec le christianisme, tu es chrétien. Tu sais comment cela fonctionne. Parce que d'une certaine manière, cela englobe tout ton système de croyances. Cela influence ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon d'aimer les gens, tu vois. Et tout ce que les médias grand public rapportent aujourd'hui sur l'islam, c'est uniquement de la désinformation et de la mésinformation pour diaboliser les gens, pour diaboliser l'islam, pour diaboliser les pays islamiques. Cela n'a rien à voir avec la réalité. Il faut aller en Iran, il faut parler avec les gens là-bas. Tu verras à quel point ils sont gentils, à quel point, eh bien, c'est même inimaginable pour beaucoup de personnes en dehors de l'Iran ou en dehors des pays islamiques, je dirais. Ce n'est pas seulement à propos de l'Iran, c'est à propos de Gaza, de la Palestine, de tous ces pays. Et, tu sais, Nima, je souligne souvent qu'en tant qu'analyste du renseignement, je dois tout lire. Et cela va du sublime au ridicule. Par exemple, les mémoires de George W. Bush, Decision Points, où il admet que oui, Cheney et lui avaient pleinement l'intention d'attaquer l'Iran à la fin de leur mandat en 2008. Et je le répète encore une fois, il en a été empêché par des analystes du renseignement honnêtes, si tu peux le croire. Une évaluation nationale du renseignement de novembre 2007 affirmait « Nous estimons que l'Iran a cessé de travailler sur une arme nucléaire à la fin de 2003 et n'a pas repris ses travaux. » Wow! La communauté du renseignement maintient-elle toujours cette position? Eh bien, c'était encore le cas il y a tout juste un an, lorsque Tulsi Gabbard a témoigné sous serment dans le cadre d'une audition exigée par le Congrès, ce qu'ils appellent l'évaluation annuelle des menaces, et elle a déclaré « Nous ne voyons aucun changement ». Nous ne voyons aucun changement dans la fatwa que le guide suprême a émise en 2003, comme nous le rapportons chaque année depuis. Mon Dieu, c'était la vérité. Maintenant,
Oh, qui a fait ça? C'était Tulsi Gabbard. Où est-elle maintenant? Mon Dieu, elle est un peu... Enfin, j'ai un dessinateur qui travaille sur une brique de lait d'un demi-gallon. Vous voyez à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? Disparu. Information requise pour retrouver qui a enlevé Tulsi Gabbard. Appelez ce numéro. Je veux dire, ce n'est même pas drôle. Où diable est-elle? Nous savons qu'une fuite vers The Washington Post a indiqué que son Conseil national du renseignement, qui lui rendait directement compte, avait déclaré « Écoutez, il n'y a aucune chance que nous puissions provoquer un changement de régime en Iran. » Et cet article est sorti une semaine avant l'attaque. Et j'imagine que les séances d'information ont eu lieu plusieurs semaines auparavant. Donc voilà, quelqu'un de proche de Tulsi. Je ne sais pas. Quelqu'un qui a travaillé là-dessus, ou qui était au courant et qui est honnête, est allé voir The New York Times et a dit « Écoutez, je dois vous dire que nous vous avions prévenu et nous lui avions dit à Hegseth que nous avions prévenu Trump, mais nous l'avons fait. Et voici la preuve. » Donc quelque chose de très sinistre est en train de se passer. Je pense qu'il faut rappeler qu'il y a eu, le 26 février, une réunion à Genève, en quelque sorte négociée et médiée par le ministre des Affaires étrangères d'Oman. D'un côté, nous avions Witkoff et le gendre, et de l'autre, le ministre des Affaires étrangères d'Iran. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, je n'ai pas besoin de spéculer. Je n'ai pas besoin de me fier à la version de l'un ou de l'autre. Nous avons le ministre des Affaires étrangères d'Oman qui prend l'avion pour Washington le lendemain, parle à notre vice-président, puis s'entretient avec Margaret Brennan de CBS en disant « On est tout prêt, mec. » C'est fascinant. Parce que les Iraniens ont fait preuve d'une incroyable flexibilité sur la question de l'enrichissement. Ils sont même prêts à envisager la présence de quelques soldats américains sur le terrain. Je veux dire, ça semble vraiment prometteur. C'était le 27. Minuit, ou dès l'aube du 28, que fait-on? On tue 170 filles âgées de quoi? 7 à 12 ans, et on tue le guide suprême. Je veux juste ajouter ceci, Nima. Il existe une théorie, et je ne l'appellerai pas une théorie du complot, selon laquelle ceux qui ont mené ces premières attaques tenaient absolument à ce que l'Iran réagisse de manière excessive. Et si les conséquences de cette surréaction étaient si atroces, disons qu'Israël était à peu près détruit, alors il y aurait une justification pour en finir complètement. Et comment fait-on cela? Avec l'une de ces petites armes nucléaires que Netanyahou possède, dont la technologie a été volée aux États-Unis, y compris par Netanyahou lui-même. Et nous avons fermé les yeux là-dessus, et maintenant ça nous retombe dessus. L'autre chose que je dirais, c'est que les Russes sont impliqués. Ce qui m'intéresse, Nima, c'est que M. Poutine, malgré toute sa perspicacité, malgré toute sa prudence et son sens de l'État, dirais-je, a fait certaines choses qui m'ont vraiment stupéfié. Avant tout, il a conclu un traité de défense mutuelle avec la Corée du Nord. Incroyable. Alors, peut-être que c'est trop stéréotypé de dire que les dirigeants nord-coréens sont fous, mais je le pense. Pourtant, il l'a fait. Et donc si la Corée du Nord était attaquée, la Russie serait tenue de lui venir en aide. Et inversement, comme on l'a vu lorsque l'invasion de Koursk est venue d'Ukraine vers Koursk en Russie proprement dite, d'accord? Des dizaines de milliers de Nord-Coréens les aident là-bas. Cela m'a surpris. Je ne pensais pas que Poutine ferait ça. Et puis, vous savez, il a maintenant déployé des unités aériennes en Biélorussie. Les liens avec la Biélorussie n'ont jamais été aussi forts, ni aussi étroits. Et vous savez, l'idée qu'il veuille un traité de défense mutuelle avec l'Iran, je pensais que c'était aller trop loin. Je veux dire, regardez l'Iran. Il va peut-être être attaqué par les États-Unis ou par Israël. Poutine ne voudrait pas ça. Je me suis trompé là-dessus aussi. Je veux dire, même les vieux peuvent apprendre de nouveaux tours.
Mais ce sont les Iraniens qui ont résisté à un traité de défense mutuelle avec la Russie. La Russie essayait d'en obtenir un, et ce processus a duré 2 ans et demi. Cela s'est finalement transformé en un très grand traité de coopération stratégique. Mais il restait bien en deçà du type de traité que les Russes ont avec la Corée du Nord, ou des accords qu'ils ont avec la Biélorussie. Et ce sont les Iraniens qui ont freiné. Maintenant, vous pouvez sans doute mieux expliquer que moi pourquoi les Iraniens refuseraient un tel traité. Mais je pense que les Russes sont désormais en position de dire « Écoutez, nous allons travailler avec ça maintenant. Vous avez été attaqués. Nous disposons de toutes sortes d'images satellites sophistiquées. Et il ne s'agit pas seulement de photographie. Il s'agit d'infrarouge, de radars, de multispectrales. Ils en disposent. Les Russes en disposent. Et donc, si les Iraniens reçoivent ces informations, ils ont localisé à peu près toutes nos installations, tous nos navires de guerre, et ainsi de suite, dans la région. Alors, quand ce rapport est sorti il y a 2 jours, j'ai immédiatement consulté mon meilleur ami analyste de la Russie, un professeur à la retraite. C'est un historien, mais à son crédit, il est devenu journaliste, comme j'essaie de l'être, d'accord? Alors il me dit, « Ray, qu'est-ce que tu veux dire? Tu doutes qu'il ferait ça? » J'ai répondu, « Eh bien non, je suppose que non. Mais qu'en penses-tu? » Il me dit, « Ça s'appelle le karma, non? Tu sais ce que c'est, le karma? Qu'est-ce que les États-Unis font en Ukraine pour permettre de cibler les forces russes? » Alors maintenant, on peut rire du karma, mais c'est une situation très grave, car jamais auparavant, ni pendant la guerre froide, ni depuis, une puissance nucléaire, et je parle d'Israël, n'a eu à la fois la capacité et probablement la motivation d'utiliser une arme nucléaire en situation d'extrême urgence. Et si mes collègues militaires ont raison, et ils ont eu raison jusqu'à présent, Israël sera dans une situation d'extrême urgence. Donc, plus vite nous pourrons étouffer cette fichue affaire, mieux ce sera. Les résultats sont... Eh bien, certains commentateurs ont dit « Je ne veux pas aller jusque-là. C'est trop horrible à imaginer. » Eh bien, nous, les analystes du renseignement, nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous devons aller jusque-là. C'est mon jugement. J'étais hier soir avec Joe Lauria et Patrick Lawrence, qui ne sont pas des amateurs, et nous étions tous les 3 d'accord pour dire que ce n'est plus, eh bien, ce n'est plus du 50-50. En situation extrême, il, c'est-à-dire Netanyahou, voudrait probablement utiliser l'une de ses armes nucléaires. Et si nous le pressions en disant « S'il te plaît, Bibi, voyons s'il te plaît », il répondrait simplement « Voyons ». Et vous savez, laissez-moi juste ajouter une chose. En ce qui concerne l'utilisation d'armes nucléaires par Israël, les gens oublient. Or, j'étais en service pendant tout cela, donc je connais le sujet sur le bout des doigts. Je me souviens encore de beaucoup de ces choses, d'accord? En 1967, les Israéliens sont simplement entrés, comme si de rien n'était. Ils ont fait croire qu'il y avait une menace venant de Nasser. Ils ont ensuite admis, en fait, c'est un ancien premier ministre israélien qui l'a reconnu, qu'il n'y avait aucune menace de la part des Égyptiens. Nous avons agi parce que nous avons vu que nous pouvions les vaincre et les détruire. Son nom va me revenir dans une seconde. Bref, en 1973, oh mon Dieu, les Arabes ont effectivement attaqué Israël. D'accord. Et que s'est-il passé? C'est vraiment intéressant. Golda Meir a menacé d'utiliser des armes nucléaires. Et cela a terrifié Henry Kissinger et son patron à un point inimaginable, d'accord? Kissinger s'est immédiatement rendu là-bas et a dit « D'accord, écoutez, nous allons vous réapprovisionner, nous allons tout vous donner, mais ne faites pas ça, d'accord? » Maintenant, on peut imaginer à quel point la situation était fragile, à quel point elle était dangereuse, parce que Golda Meir, je pense, aurait pu le faire. Golda Meir, yeah, Golda Meir, ouais. you're right.
Oui, oui. Alors maintenant, nous avons Netanyahou. Il est bien plus sensé et raisonnable que Golda Meir, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Voici donc l'histoire que peu de gens connaissent. Kissinger et Nixon en ont parlé. Mon Dieu, c'était juste. C'était vraiment juste. Comment empêcher que cela ne se reproduise jamais? Je sais, Monsieur le Président, un traité de défense mutuelle avec Israël. Si nous faisons un traité de défense mutuelle avec Israël, plus personne n'osera jamais attaquer Israël. Nixon. Bonne idée. Vends ça. J'ai des amis qui étaient en service actif à cette époque. Ray Close en faisait partie. Il est décédé depuis. Il participait à Ajax, l'opération qui a renversé Mossadegh, le premier ministre librement élu de l'Iran. Il connaissait donc toute cette affaire et on l'avait chargé d'aller parler aux princes saoudiens pour leur dire « Écoutez, nous allons essayer de faire cela. » D'autres ont fait la même chose. Eh bien, ils sont ensuite allés voir les Israéliens et leur ont dit « Écoutez, nous ne voulons pas que cela se reproduise. Nous aimerions conclure un traité de défense mutuelle. » Un traité de défense mutuelle, bien sûr, c'est lorsqu'une partie est légalement tenue, par traité, d'aider l'autre si celle-ci est attaquée. Et les Israéliens ont répondu « Écoutez bien mes amis, les Israéliens ont dit « Oh, c'est gentil, merci, mais non merci. » Alors, quel pays, sain d'esprit, refuserait un traité de défense mutuelle avec la nation la plus puissante du monde à l'époque? Eh bien, les raisons étaient les suivantes. Les traités de défense mutuelle exigent des frontières reconnues internationalement, et Israël ne voulait pas en entendre parler. L'autre raison, c'est qu'Israël bénéficiait d'un excellent arrangement avec les États-Unis. S'il voulait attaquer la Syrie ou le Liban, il le faisait tout simplement. Il préférait demander pardon plutôt que la permission et n'en informait même pas les États-Unis à l'avance. Un traité de défense mutuelle impose à chaque partie de prévenir l'autre si elle compte agir de manière précipitée en attaquant un autre pays ou en passant à l'action. Et les Israéliens ne voulaient pas de cela non plus. Alors les Israéliens se sont dit, « Écoutez, nous avons tous les sénateurs, bon sang. Nous avons les représentants, nous avons le président. Merci beaucoup. Mais nous ne voulons pas de cette histoire de définition des frontières. Celles qui sont internationalement reconnues, ce qu'elles ne seront jamais, espérons-le. Et nous ne voulons pas avoir à vous prévenir quand nous voulons faire des choses comme bombarder la Syrie, l'Irak ou autre. » Voilà donc toute l'ironie de la situation. Nous ne sommes pas des alliés d'Israël, même si nous essayons d'en faire nos alliés. Et les qualifier d'alliés n'est pas un terme correct, car allié au sens juridique désigne un pays avec lequel on a un traité de défense mutuelle. Allié au sens large ne signifie rien sur le plan légal. Ray, la situation en Israël est différente de celle du début de la guerre, car en ce moment, les systèmes d'alerte précoce ne fonctionnent plus. Le radar a été détruit. Dans le Golfe Persique, autour de l'Iran, de l'Irak, de l'Arabie saoudite et du Qatar, tous ces pays sont touchés. Le système d'alerte précoce, qui devait donner aux Israéliens environ 30 minutes de préavis, leur indiquant qu'une menace approchait et qu'ils devaient se préparer, est désormais réduit à moins d'1 minute. C'est un changement énorme pour le peuple israélien. D'un autre côté, les capacités du système de défense aérienne ont été réduites, au point qu'il est nécessaire d'amener des systèmes supplémentaires depuis des endroits comme la Corée du Sud, par exemple, car au moins 4 systèmes THAAD ont été détruits jusqu'à présent. Et compte tenu de tous ces radars endommagés, je pense que la situation, comme vous l'avez mentionné, devient vraiment désespérée. Je ne sais pas à quel point cela est dangereux pour l'administration Trump, car avec la poursuite du conflit, du côté iranien, lorsque je parle avec des responsables iraniens ou que je suis les médias persans, ils le perçoivent comme une guerre de longue durée.
Ils estiment qu'elle est en cours et qu'ils doivent continuer parce qu'ils se défendent. Mais quel est le calcul du côté de l'administration Trump? What is the calculation on the part of the Trump administration? I think the word calculus and Je pense que les mots calcul et administration Trump forment un oxymore. Il n'y a pas de véritable plan ici. Tout ce que nous voulions faire, c'était montrer nos muscles. Et je pense que non seulement le public occidental se voit refuser de véritables informations sur ce qui se passe en Israël, mais il est aussi tout à fait concevable que si Rubio est l'intermédiaire par lequel les renseignements parviennent au président, ce qu'il est, rappelons-le, puisqu'il est le conseiller à la sécurité nationale, cela signifie que le département d'État, le département de la Défense, le FBI et tout le reste passent par lui avant d'arriver à Trump. D'accord? Et Rubio est ce que nous reconnaissons tous comme un sioniste par excellence. Alors, Trump est-il informé de la situation de manière adéquate? Je ne sais pas, mais je pense qu'il est tout à fait possible que les sycophantes malades dont il s'est entouré, comme Peckseth, que nous avons vu parmi eux, lui refusent des informations réelles. Donc, en plus de son narcissisme, nous avons un nouvel élément ajouté à son narcissisme délirant et aux choses qu'il dit à propos de « nous allons gagner » et « nous allons ». Je veux dire, cela ne correspond pas à ce que je sais. Et toi, tu en sais encore plus que moi. Mais les Américains ne le savent pas. Et il est tout à fait concevable que Trump non plus. Maintenant, les Russes le savent. Les Russes sont très inquiets. Ils sont impliqués maintenant. Et les Chinois aussi, dans une certaine mesure. Les Chinois ont ce grand navire de renseignement juste au large des côtes. Qu'est-ce qu'il fait là? La Russie et la Chine ont beaucoup à perdre dans cette affaire. Presque autant que d'autres, qui craignent vraiment les retombées économiques. Pas tout à fait autant, mais presque. Mais ils ne peuvent pas laisser l'Iran devenir une autre Ukraine. Et ce sont les Russes. Vous savez, j'ai une certaine expérience de la politique étrangère soviétique et russe. L'Iran a toujours été le point faible du sud de la Russie, le Caucase et tout cela. C'est de là que venaient les infiltrés pour participer et attiser les guerres en Tchétchénie. C'est une menace terroriste, Poroshenko. Et j'ai parlé avec mes amis experts de la Russie. Et j'en suis venu à admettre que l'Iran est presque aussi important que l'Ukraine. Je pense même qu'il est aussi important que l'Ukraine. Et vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Seconde Guerre mondiale, et j'ai vécu toute cette période, il faut rappeler que l'Iran a servi de voie de passage pour tous ces camions de 2,5 tonnes produits par Studebaker dans le Michigan. Ils ont permis à l'armée soviétique de l'emporter face aux chars et à l'artillerie allemande. 300 000 camions de 2,5 tonnes et d'autres véhicules ont été mis à la disposition de la Russie. J'ai un jour parlé à un major général soviétique et il a dit « Studebaker ». Studebaker. Studebaker. Et il m'a fait un grand câlin à la Russe. C'était un colonel d'infanterie, et il savait comment les camions Studebaker avaient permis aux Russes d'affronter les Allemands en Asie centrale. Aujourd'hui, plus personne ne s'en souvient. Certains Russes ont une conscience historique. Mais en Amérique, c'est difficile pour moi d'expliquer aux gens que les Russes ont connu un effondrement terrible. Ils se sont désintégrés. Comme l'Union soviétique s'est désintégrée. Croyez-le ou non, ils se sont effondrés vers 1990 ou 91. Et il n'y a plus de menace. Ils ne se disent même plus communistes, cherchant à conquérir le monde. Alors, quand le président Biden dit que c'est son dernier discours sur l'état de l'Union, pensez-vous que Poutine s'arrêtera en Ukraine? Ah, tu vas en Pologne, puis dans les pays baltes, n'est-ce pas?
Eh bien, mon Dieu, il essaie de comprendre à quel moment les Russes auraient pu tenter de faire cela, s'ils avaient pu s'en tirer. Et bien sûr, ils ne le pouvaient pas. Le problème, c'est que les gens sont vraiment endoctrinés à haïr les Russes, à haïr les Ukrainiens et à croire des histoires qui ne sont tout simplement pas vraies. C'est pourquoi je suis content que tu aies pu publier cette photo avant qu'elle ne soit supprimée de X. La photo de ces, 170 maintenant, petites écolières à cet endroit en Iran, tuées lors de la première vague. Je vais de Rose et c'est... Cela n'avait évidemment aucun sens de tuer le guide suprême. Il avait à peu près prédit sa propre mort. Il avait dit « Je pourrais être assassiné ». Et en fait, Larijani ici présent, il va être mon remplaçant. Et nous avons d'autres personnes pour remplacer d'autres personnes. Donc vous savez, je ne le souhaite pas, mais je suis prêt au martyre. Il l'avait dit en toutes lettres, d'accord? Et ensuite, quand il était censé se cacher au fond d'un bunker. Non, les amis, il était dans son bureau. Oh, quelqu'un savait-il où se trouvait son bureau? Oui, tout le monde savait où se trouvait son bureau. Alastair Crooke y était allé. Bon sang. Alors, qu'ont-ils fait? Ils l'ont tué délibérément. Maintenant, était-il trop inquiet à ce sujet? À mon avis, prenons la tradition chrétienne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En d'autres termes, il y a un précédent à cela. Et dans un sens plus politique, je pense que Khamenei s'est dit « À ce stade, je vaux plus mort que vivant pour la cause. Donc, si cela doit arriver, que cela arrive. » Je ne le souhaite pas, tout comme cet homme de Nazareth ne le souhaitait pas. Mais il était tellement opposé à l'Empire qu'ils allaient finir par l'avoir. Il le savait. S'il ne s'était pas dressé contre l'Empire, il aurait pu mourir très paisiblement, comme un prophète hébreu, dans son lit, d'accord? Jag suis den skolning nu fait. Et je vois Khamenei agir dans cette même tradition. Je peux me tromper, mais je pense que les signes sont assez clairs. C'est exactement ce pourquoi il était prêt à souffrir pour son peuple. Et bien sûr, si je n'ai pas raison, si je me trompe, dites-le-moi, mais il y a plus de chiites que de sunnites dans le monde en général. Plus de sunnites que de chiites? Il y a plus de sunnites que de chiites? D'accord. Mais c'est proche? Non, c'est pas proche. Pas du tout. Ah, vraiment? D'accord. La majorité est sunnite. D'accord, je me suis trompé. Mais quand même, ils sont tous chiites. Ce n'est pas la première fois que je me trompe sur quelque chose d'important. Ray, le plan de l'administration Trump lors de l'attaque contre l'Iran était d'assassiner le guide suprême, de semer le chaos dans le pays et de laisser ces gens, que selon moi, Netanyahou lui avait dit qu'ils descendraient dans la rue, s'emparer du pouvoir et renverser le gouvernement. Il pensait que cela marquerait la fin du soi-disant régime iranien. Jusqu'à présent, cependant, ils ont échoué dans tous leurs plans. Maintenant, on voit Netanyahou arriver avec un nouveau. Il commence à attaquer l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Car l'attention de l'Iran se porte principalement sur ces pays, non seulement l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, mais aussi la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ils attaquaient également la Turquie et l'Azerbaïdjan en disant « C'est l'Iran. L'Iran vous attaque. » Parce qu'ils ne peuvent pas le faire de l'intérieur. Ils essaient de créer une sorte de chaos entre l'Iran et les pays voisins. Ils parlent même du peuple kurde en Irak, au Kurdistan irakien, qui ferait le gros du travail pour eux, parce que les Iraniens, au fond, ne sont pas disposés à le faire. Et voici ce que le dirigeant de l'Union patriotique du Kurdistan, Talabani, a déclaré sur Fox News à propos des Kurdes qui feraient le travail pour les Américains, en déployant des troupes au sol pour combattre les Iraniens.
Des jours difficiles s'annoncent. Le président laisse entendre qu'il n'accepterait qu'une reddition sans condition, selon ses propos à un journaliste. Donc vous ne pensez pas que cela soit en train de se produire en ce moment, que nous soyons à un tournant? Non, monsieur. Non, je ne vois pas cela pour le moment. Je pense que le régime se prépare à cela depuis 45 ans et il faut s'attendre à une résistance farouche. La définition du changement de régime est importante. Quelle est la définition d'un changement de régime? Existe-t-il une porte de sortie? Parce que certains pourraient dire que la plupart des objectifs de la mission ont été atteints. Alors, y a-t-il une porte de sortie ou peut-être nous pourrions essayer de résoudre cela diplomatiquement? Oui, je pense que du moins du point de vue de l'administration, en les écoutant, éliminer la capacité de missiles balistiques et s'assurer que l'Iran n'obtienne jamais d'armes nucléaires était l'objectif initial. Exactement. Les Israéliens veulent clairement un changement de régime plus précis, obtenir un dirigeant différent avec lequel les États-Unis et Israël puissent collaborer. Je comprends cela. Et je pense, Monsieur Baer, que les conditions, j'entends souvent les comparaisons avec 2003, mais je crois que les conditions sont très différentes de celles de 2003. En 2003, il existait une opposition légitime, connue et respectée à Saddam, tant parmi les chiites que parmi les Kurdes. Je ne vois pas vraiment cela en Iran aujourd'hui. Il n'y a pas de figure de référence, pas de symbole à suivre, et cela rendra les choses très difficiles. Des troupes au sol dans un pays de la taille de l'Europe de l'Ouest, je ne suis pas sûr que ce soit faisable non plus. Mais il existe de nombreuses options, et je pense que l'administration américaine est suffisamment avisée pour adapter sa position à mesure que la bataille et le champ de bataille évoluent. Ray, quelle est ta compréhension de la situation actuelle? Parce que tous ces plans, jusqu'à présent, à mon avis, ont échoué. Alors, quelle est la prochaine étape? Nima, tu me demandes de prédire l'imprévisible. Trump, à mon avis, ne va pas bien. Il est soutenu et encouragé par Hegseth, qui, selon moi, a lui aussi de graves problèmes psychiatriques. Ils sont tous deux totalement imprévisibles, malléables en quelque sorte. Donc je dirais que toute personne sensée dirait, et j'espère qu'il y a quelqu'un de sensé parmi les chefs d'état-major interarmés, que le président, clairement, ne l'est pas. Comme quelqu'un l'a dit il y a des années, la pire chose que l'on puisse avoir en réalité, c'est Colin Powell. La pire chose que l'on puisse avoir comme président des chefs d'état-major interarmés, c'est un général de l'armée de l'air. Rumen. Parce que l'armée de l'air pense qu'elle peut bombarder les gens à outrance et que cela peut provoquer des choses comme un changement de régime, n'est-ce pas? D'accord. Ça a vraiment bien marché au Vietnam et en Afghanistan, n'est-ce pas? En Irak aussi. Bref, s'il y a une sorte d'incursion, et il se peut qu'il y ait déjà des forces spéciales dans ces régions d'Iran moins bien protégées, je parle de l'ouest et du nord-ouest de l'Iran, mais je ne vois aucune possibilité qu'elles causent plus que des dégâts marginaux. Quant aux Kurdes, j'ai le cœur serré pour eux. Ils ont été les pions de l'histoire, bon sang, enrôlés dans diverses causes, puis trahis, le plus souvent par les États-Unis. C'est donc un peu rassurant que le chef de cette faction particulière des Kurdes fasse preuve d'un peu plus de circonspection et dise en substance que nous n'allons pas nous engager là-dedans avec toutes nos forces kurdes. Et bien sûr, si l'on favorise la création d'une milice ou d'une armée kurde armée, on se heurte à la Turquie. Et la Turquie a un vrai problème avec cela. D'accord. Donc je veux dire, je peux imaginer des forces spéciales, je peux imaginer quelques actions audacieuses des Navy SEAL, mais cela ne changera rien à la trajectoire de cette guerre.
Et le problème, à mon avis, c'est que Trump n'est peut-être pas capable de le voir. Il est peut-être conseillé autrement. Et comme je le dis, l'effondrement final, le résultat serait un Israël détruit, prêt en dernier recours à utiliser une arme nucléaire. C'est quelque chose que les gens devraient vraiment envisager, car pour la première fois depuis le début de la guerre froide, les anciennes règles ont été violées. Et maintenant, nous avons une puissance nucléaire impliquée dans, deux puissances nucléaires impliquées dans une guerre contre un pays qui ne possède pas d'armes nucléaires, mais qui a deux protecteurs, la Russie et la Chine, qui eux en ont. Cela mérite d'être souligné. En d'autres termes, ce que les anciens soviétiques appelaient la constellation des forces, ou l'équilibre des puissances 101, a été modifié. Il y avait autrefois une sorte de structure trilatérale ici, équilatérale. La Russie, la Chine, les États-Unis, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant, ce sont la Russie, la Chine et les États-Unis qui se retrouvent avec la portion congrue. La Russie et la Chine n'ont pas de traité de défense mutuelle à proprement parler, mais ils ont tout le reste, ou presque. Leur traité global comprend des éléments qui me convainquent qu'ils agissent de concert et qu'ils ne permettront pas que l'Iran soit anéanti, quoi qu'il arrive. C'est le grand facteur nouveau. En d'autres termes, comme je l'ai déjà dit, ces deux bras, la Russie et la Chine, forment désormais un isocèle. Ce sont les grands côtés de ce triangle. Les États-Unis et qui d'autre? Le Royaume-Uni peut servir de relais et la France. Les États-Unis sont seuls et ils ont la portion congrue. Encore une fois, le problème c'est, quelqu'un le dit-il à Trump? Mon Dieu, j'espère que oui. Ray, beaucoup de ces États arabes du Golfe Persique ont appelé Poutine, ont parlé avec lui, le suppliant de trouver une sorte de solution de sa part. Et hier, Lavrov a parlé avec l'un des journalistes des États arabes. Il lui a demandé « Avez-vous condamné ce qui s'est passé ?» Et ce sont là des questions cruciales pour la Russie et pour ce qui se passe actuellement avec ces États arabes, car ils ne semblent pas imaginer un avenir sans les États-Unis. Ils veulent rester dépendants des États-Unis pour toujours. Et nous avons vu ce qui s'est passé, les conséquences de cette dépendance, les conséquences de cette guerre. Littéralement, des parties de ces pays ont été détruites à cause des bases américaines qui s'y trouvent. Que se passe-t-il dans l'esprit des Russes, dans l'esprit de ces États arabes? Et quelle sera l'issue de cette guerre pour eux? Eh bien, cela dépend beaucoup de mon idée de Poutine et de son intelligence. Et je pense qu'il est très intelligent. D'accord? Ce que je voulais dire, en intervenant dès le début, c'est que ce n'est pas eux qui ont appelé Poutine. C'est Poutine qui les a appelés. D'accord? C'est important. D'accord? Il a appelé chacun de ceux qui comptent vraiment. Et qu'est-ce qu'il disait? Vous pouvez imaginer ce qu'il disait. Écoutez, nous n'aimons pas ça et nous espérons que vous allez retrouver la raison. D'accord? Et puis Lavrov, hier, mon Dieu, citant un vieux proverbe bédouin, on ne peut pas monter deux chevaux en même temps. Non, deux chameaux, pardon. Deux chameaux en même temps, vous voyez? Incroyable, non? Et il se retrouve face à ces Arabes en disant, « Regardez, vous êtes vraiment incroyables. » Tu dis, « Oh, eh bien, ils n'utiliseront jamais notre espace aérien. » Non, nous sommes contre ça. Et ensuite, que se passe-t-il? Oh, ils utilisent ton espace aérien. Quoi? Donc tu essaies de monter deux chameaux en même temps, hein? Eh bien, Lavrov est, comme je le dis, non seulement incroyablement fort, et je pense que Poutine a de la chance de l'avoir. Je veux dire, il est presque aussi vieux que moi, bon sang, mais il persiste et il est très solide. Et encore une fois, je pense que c'est le reflet de la force des sentiments des Russes à propos de l'Iran, peut-être juste un peu moins fort que ceux qu'ils ont pour l'Ukraine. Ils ne laisseront pas l'Iran s'effondrer.
Merci. Merci beaucoup, Ray, d'être avec nous aujourd'hui. Laissez-moi dire une chose plus. Bien sûr, vas-y. La question est bien sûr celle que Lénine a posée. Que faire? Que devons-nous faire? Et je m'adresse aux personnes qui sont des munch, des gens qui ont des sentiments humains, qui maintiennent l'humanité en vie. Donc la question est, que faisons-nous pour empêcher notre gouvernement, ici aux États-Unis, de mettre encore plus de vies en danger, et d'un point de vue égoïste, les nôtres? Non seulement parce que le prix de l'essence va doubler, mais aussi parce que des gens vont mourir, comme de petites filles, d'accord? Et je veux simplement mentionner que nous avons ce groupe appelé les Sam Adams Associates for Integrity and Intelligence, et que nous avons décerné notre avant-dernier prix annuel à Aaron Bushnell. Aaron Bushnell était ce membre de l'armée de l'air qui s'est immolé devant l'ambassade d'Israël à Washington il y a un peu plus d'1 an, je crois. Et je veux simplement lire ce qu'il a dit, car il a abordé ce problème directement. Que faisons-nous? D'accord. Aaron Bushnell savait ce qui se passait. Il était dans l'armée de l'air, d'accord. Il pouvait voir ce qui se passait à Gaza, génocide, famine forcée. Il a dit « Je ne serai plus complice d'un génocide à Gaza. Je suis sur le point de mener un acte de protestation extrême. » Et alors qu'il se mettait le feu, il criait « Libérez la Palestine ». Il a été emmené à l'hôpital. Un journaliste était présent. Il est mort. Mais ce que j'aimerais vous laisser, c'est que, peu avant son dernier acte dans ce monde, Aaron Bushnell a publié ceci sur Facebook. Beaucoup d'entre nous aiment se demander « Que ferais-je si je vivais à l'époque de l'esclavage, de Jim Crow ou de l'apartheid? Que ferais-je si mon pays commettait un génocide ?» La réponse est « Vous le faites. Vous le faites en ce moment même. » J'ai vécu en Allemagne pendant 5 ans. Il y a des milliers d'Allemands qui regrettent de ne pas être simplement restés silencieux, assis sur leurs fesses, en se disant « Ils ne viendront pas pour moi. » Qu'ils viennent ou non pour nous. Je pense qu'en tant que personne éthique, en tant qu'êtres humains, dotés de sentiments, nous devons examiner notre conscience et dire, eh bien, nous agissons maintenant. Et qu'est-ce que cela? Est-ce que nous ne faisons rien? Sommes-nous dans le désespoir? Eh bien, vous savez, il y a 250 ans, les fondateurs de notre pays ne se sont pas laissés tomber dans le désespoir. Ils se sont révoltés. Peut-être qu'une forme de cela est nécessaire aujourd'hui, espérons-le, sans effusion de sang. Mais vous savez, nous agissons maintenant. S'il vous plaît, tous les Américains qui écoutent ceci, et les autres, examinez votre conscience et voyez s'il y a quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant. Et j'ose dire que chacun de nous, sans exception, a la possibilité de faire quelque chose. Et le moment, c'est maintenant. Merci de m'avoir permis de dire cela, Nima. Merci, Ray. C'est